Alors cette semaine, on reçoit un autre ami, historien celui-là, bien connu du grand public d'ailleurs, quelques émissions de télé, un auteur prolifique, Éric Bédard. Oui. Bienvenue à Discussion de Salon. Merci beaucoup de m'inviter. Ben non, c'est un plaisir. Éric, tu as écrit, je pense, 3 livres l'année passée. Ah, tu en non. as publié 3. Je ne sais pas si c'est toi qui les as écrits, mais... Oui, je les écris tous. Mais j'en ai publié 3 en 2017, mais en fait, c'était une BD pour enfants, c'était des chroniques de René Lévesque, et puis c'était un recueil d'études. Tu es un historien qui, en tout cas, tu me diras, mais qui se fait un devoir, je pense, de vulgariser un peu ta science et tout ça. Tu interviens sur la place publique. Donc, la BD pour enfants est ici C'est ça, une opportunité qu'on m'a présentée. Ben, c'est ça, c'est de faire un peu le pont entre la recherche plus savante, les travaux qui sont un petit peu des fois en circuit fermé, puis le grand public. Puis j'ai fait ça avec mon Histoire du Québec pour les nuls. Oui, ça a marché. Qui en est à sa 3e édition, Combien cet de copies automne. vendues? Ah, ça, c'est confidentiel. Moi, je peux le dire, c'est plus de 50 000. Le jour où vous allez vendre plus de 50 000... C'est sa version. J'ai une excellente source d'un point de vue historique. Le jour où vous allez vendre plus de 50 000 bouquins au Québec... Oui. Alors donc, j'en suis à ma 3e édition qui va sortir l'automne prochain en livre de poche. Et, donc, j'ai mis l'Histoire du Québec à jour depuis l'élection de la CAQ. Comment tu perçois, l'évolution de la science, l'histoire, à travers les dernières années? Parce qu'il y a quand même un débat là, actuellement qui fait rage assez clairement, qui vous accuse, notamment les historiens plus identitaires, d'y aller avec le récit nationaliste, puis de romancer un peu la chose. Non, mais c'est-à-dire que je pense que c'est un débat qui a cours depuis déjà plusieurs décennies. Mais c'est un peu plus fort. Moi, je suis le partisan d'une vraie diversité. Je pense que je vais avoir une écoute avec toi. Je suis le partisan d'une vraie diversité, mais pas seulement à la couleur de la peau, intellectuelle. Intellectuelle. Et je trouve que, justement, il y a eu des vents dominants dans le domaine de l'histoire savante ou universitaire, qui était celle de l'histoire sociale, de l'histoire maintenant culturelle. Et donc, l'histoire qui, moi, m'intéressait, une histoire politique, mais une histoire nationale, elle était un petit peu parent pauvre. Et moi, je poursuis un peu cette tradition, mais... évidemment, pas en faisant fi de tous les travaux, les excellents travaux de la dernière génération en histoire sociale. Donc, est-ce que tu vois une certaine complémentarité? Moi, je voudrais qu'il y ait une complémentarité entre l'histoire d'une société et l'histoire d'une nation ou d'un peuple. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait opposer les deux. Et j'ai souvent l'impression qu'on veut opposer les deux. Donc, histoire plus politique ou histoire plus sociale. Dans le fond, les deux participent d'une histoire nationale, d'une histoire d'un peuple. Alors, ce que j'aime pas, c'est l'expression roman national, comme si c'était une fiction, comme si nous autres, on s'était élevés pour inventer des événements. C'est un récit, c'est une trame. Et puis, évidemment, les événements sont sujets à interprétation, à discussion. Mais ça, c'est de bonne guerre. Mais est-ce qu'il n'y a pas de danger d'évacuer certains éléments qui ne feraient pas nécessairement notre affaire dans ce il y a toujours ce danger-là, mais là... De part et d'autre. De part et d'autre, exactement. Mais par exemple, quand il y a eu tout ce débat sur l'école, le cours au secondaire, j'avais l'impression... Toi, tu étais impliqué là-dedans. Oui, j'avais été impliqué à ce moment-là parce que j'avais l'impression qu'on proposait l'histoire de l'Occident au Québec plutôt que l'histoire du Québec. Il y a des particularités à l'histoire du Québec. Il faut en faire état, il faut les expliquer le mieux possible en montrant que peut-être, oui, des fois, des points de vue différents sur la conquête ou la cession, on se dit certains, les rébellions, il y a des interprétations, la confédération. Mais il ne faut pas les mettre sous le tapis, il faut en discuter. Mais c'est ça, je trouve que ça manque un peu à l'université. C'est comme si les politologues avaient récupéré ce champ de l'histoire politique. Et alors que les politologues, c'est pas tout à fait leur façon, leur approche. Ou les juristes. Alors que les historiens... Les juristes encore moins. Les juristes moins. Ils vont parfois avoir des espèces de paradigmes, des modèles qui vont plaquer sur le passé. Les historiens, on travaille différemment et je trouve que ça manque un peu. C'est pour ça que j'avais convaincu, je pense, modestement, avec d'autres, on avait convaincu le Parti québécois de créer des chaires en histoire du Québec avec une dimension plus politique. Ça, c'est à l'époque où Marois était premier ministre. Exactement. Elle avait commencé le travail avec Pierre Duchesne, mais dès que les libéraux sont arrivés. Ça a été la première chose qu'ils ont coupé. On se demande pourquoi. Ça, je ne pourrais pas te dire. En tout cas, écoute, t'écris des tonnes de livres, 2 qui m'ont... J'ai pas tout lu parce que t'en écris trop, mais 2 qui m'ont marqué les réformistes. J'en ai parlé d'ailleurs dans un club de lecture. Merci. Si tu te rends à 50 000, t'oublies pas que... il n'y a pas de danger. Et un autre, je vais en parler tout à l'heure dans un autre club de lecture, Les années de ferveur. Tu as écrit ça
Ça fait quoi, 3 ou 4 ans? En fait, je l'ai écrit lors du 20e anniversaire du référendum de 95, donc je l'ai sorti en 2015. Exact. Et ça, c'est un petit bijou. Ça, je vous le dis, je vais vous en parler plus longuement tout à l'heure. Il y a un paquet d'anecdotes. Tu avais été président du comité des jeunes du Parti québécois. Et moi, évidemment, c'est très, très drôle. Et des anecdotes qui sont, je vous jure, là, vraiment comiques. Mais au-delà de ça, on en parlait tout à l'heure, tu discutes de l'interface ou de la dialectique, en quelque sorte, entre l'intellectualisme, l'intellectuel que tu étais à l'époque, notamment étudiant en histoire à la maîtrise, et le militant qui se doit de, en quelque sorte, faire des compromis par rapport à ses convictions, à ses... Et bref, ce petit livre-là, dis-moi si je me trompe, mais à mon avis, tu t'es fait un sacré plaisir de l'écrire. Ah, tu as absolument raison. Ça, hein? Et j'ai été aidé, je te le disais avant l'entrevue, par un journal. Moi, je tiens un journal depuis à peu près 93. Et j'écris presque chaque semaine mes impressions. Des fois, je note les événements que j'ai vécus et tout ça. Et à l'époque où j'étais très engagé, bien là, évidemment, quand je rencontrais des grands personnages, j'étais impressionné, je notais ce que j'avais vu. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour écrire le livre, parce que les gens me disaient, mais tu as donc bien une bonne mémoire de te souvenir de tout ça. Je parle des fois des conversations, mais parce que je tiens un journal, j'ai un côté un peu mémorialiste. C'est-à-dire, je suis historien, mais je sais que je vis dans l'histoire. On la crée. Exactement, on est dans l'histoire, on est témoin d'événements. Et puis moi, je sais que comme historien, quand je lis des gens qui ont vécu une autre époque, qui notaient leurs impressions du moment, et en plus privément, donc c'était pas public, c'était donc peut-être plus vrai, plus sincère. Moi, j'aime ça. Donc moi, je me dis, je fais un peu la même chose, modestement. Je le fais pour moi, pour mes enfants peut-être, puis on verra plus tard, mais ça m'a aidé pour écrire ce livre. En effet, j'ai eu un grand plaisir d'écriture aussi. Tu as dû redécouvrir des choses, récit. Non? Ah oui, complètement. Quand tu as lu tes trucs? Par exemple, on avait fait un voyage en France, une délégation des partis politiques, mais je ne veux pas raconter tout, mais on avait fait un voyage et j'ai retrouvé un carnet que j'avais écrit à la fin de mon voyage, où là, je rapportais tout ce qui s'était passé. Et là, ça m'a beaucoup aidé. J'avais des choses que j'avais complètement oubliées. Tu as mis des choses en perspective aussi, j'imagine. Donc, je vous en reparle un peu plus tard. Tu fais partie du groupe d'intellectuels prisés qui, selon la rumeur, a influencé le Parti québécois après la défaite assez magistrale aux mains de l'ADQ en 2007. Donc, 2007, oui, André Boisclair est chef. Tu fais partie d'un petit groupe qui, encore une fois, selon la rumeur, avec Bocoté, Beauchemin, qui convainc le Parti québécois de se réorienter, en quelque sorte, de reconquérir le terrain identitaire qui a été, par définition, volé, en quelque sorte, par l'ADQ de ce moment-là. Parce qu'il y a la crise des accommodements raisonnables. Exact. On est en plein dedans, et on est en pleine crise des accommodements raisonnables. Et à l'époque, le chef, André Boisclair, a une réaction à cette crise qui me rappelle celle de Jean-Jacques Bertrand à la crise linguistique. J'avais écrit un texte à l'époque là-dessus. J'avais appelé ça « La colère bleue des nationalistes ». C'était à la suite de la débâcle. Et parce que André Boisclair... Avec la crise à Saint-Léonard. Exactement. Donc, en 68, 69, je le rappelle pour ceux qui nous suivent, il y avait une crise linguistique autour des écoles à Saint-Léonard. Et Jean-Jacques Bertrand, qui était supposé être chef d'un parti quand même nationaliste, Union nationale, a une réaction purement, disons, légaliste. Ce sont des droits fondamentaux, on ne peut pas légiférer. Tous les Québécois ont le droit à choisir leur école, soit en anglais, soit en français. Donc, l'électorat nationaliste va lui glisser entre les doigts, va aller directement au Parti québécois. Mais même si René Lévesque avait des craintes par rapport à cette crise. Oui, c'est ça. Lui aussi était quand même assez frileux. On a publié avec Xavier Gélina les chroniques politiques de René Lévesque. Et on voit là qu'il se méfie un peu de ce groupe, mais quand même, il va aller dans ce sens-là jusqu'à la loi 101, comme on sait. Et moi, ça m'a fait penser. La réaction de Boisclair m'avait fait penser à ça et je me suis dit, il a le même genre. Et donc, ça peut vouloir dire la mort du Parti québécois et dans son rêve d'indépendance. Et donc, avec d'autres, on se disait, non, il faut absolument s'approprier cet enjeu de façon intelligente, de façon moderne, constructive. Et donc, oui, je pense qu'on... Boisclair, vous avez reviré de bord, non? Bien, Boisclair a démissionné très peu après. Oui, c'est ça n'a pas veillé tard. Je pense que là, la défaite l'avait beaucoup... C'est plus quand Marois est débarqué que vous avez eu l'oreille attentive, non? Oui, absolument. Je dois dire que là-dessus, Mme Marois, elle semblait assez acquise à toutes ses idées. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, excuse-moi, je t'interromps un peu, mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ça a été une bonne chose ou ça a catapulté le Parti québécois? La thèse que toi, tu soutiens et de plein d'autres,
Ça a été de dire, sans ce virage identitaire, le Parti québécois serait toujours la force qu'on connaît. Ouais. C'est complètement faux. Parce que le PQ a remonté dans les sondages au moment de la Charte des valeurs. Ça a été, Mais ça a peut-être été malmené. C'est pas parfait, là. Je suis pas en train d'absoudre tout ce qui s'est fait, mais je pense que c'était le bon cheval de bataille. Enfin, la question de la laïcité, la question, la voie qui a été proposée par la CAQ, c'était la bonne chose à faire. Tu ne penses pas que le PQ s'est allé aider les jeunes, par exemple, les Maghrébins, certains intellectuels? Oui, certains. Des Maghrébins, peut-être, mais au complet. Mais non, je ne veux pas généraliser. Non, mais non, je pense pas. Mais il y a quand même une défection majeure des jeunes du PQ vers QS à peu près à ce moment-là. Alors là... que le PQ a toujours pu compter sur cette jeunesse-là. Bon, alors là, QS, ça reste quand même un parti indépendantiste, à ce que je sache, a décidé d'aller dans la voie, dans la voie qu'on sait plus trudeauiste sur le paradigme. Mais écoute, au final, en ce moment, regarde le taux de satisfaction de la CAQ. Est-ce que c'est à cause de la bonne gestion de la CAQ? Est-ce que c'est à cause des décisions sur Air Transat? C'est uniquement à cause du nationalisme, évidemment. Mais est-ce que ça va détourner un peu les yeux du public ou de l'électorat du projet d'indépendance, en quelque sorte? Oui. En d'autres termes, plutôt que de parler d'indépendance, on parle de Turban. Mais on fait l'indépendance pourquoi? Parce qu'on a une donc, identité, pour toi, c'est une première une étape. histoire. Et puis aussi, n'oublie pas, au Québec, massivement, on n'adhère pas au modèle du multiculturalisme qui est enchâssé dans la loi constitutionnelle de 82. On a une autre conception. Alors, je sais que des gens comme toi disent c'est racoleur, c'est le xénophobie. Moi, je pense honnêtement, non, mais on racole des gens un peu la meute, des gens dangereux. On veut les séduire. Non, peut-être pas, mais des gens proches de toi. Des gens proches de moi, mais que je parle des gens proches de toi. Et les gens, par exemple, quand il y a eu les événements avec Alexandre Bissonnette, tu as été vite sur la gâchette. Tu as dit que. Tu m'en veux encore pour ça. Tu vois, je suis ici, je t'aime beaucoup. Je me rappelle, on est allé au hockey après en deux smoothies. J'avais mal digéré parce que, bon, c'était gros là, comme événement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense sincèrement que, oui, on a notre lot de xénophobes ici comme partout ailleurs, mais je pense sincèrement qu'au Québec, on n'a pas la même conception du vivre ensemble, de la société, qu'au Canada anglais. Disons que je te parle même pas de ça. Ben, c'est important. Oui, je te dis pas que ça ne l'est pas, mais ce que j'essayais de dire... Le pouvoir des juges, la conception de la citoyenneté. Mais ça, c'est nouveau, ça. T'sais, même René Lévesque avait assujetti, mais en tout cas, bref. Ouais. Mais est-ce qu'on n'a pas détourné la question identitaire du volet indépendance qui a été récupéré, en quelque sorte, justement, par la CAQ, ça, tu l'as assez bien dit. Ce qui fait qu'en sorte, aujourd'hui, qui parle d'indépendance? C'est à peu près plus personne. C'est pas que c'est détourné, c'est que l'enjeu de l'heure, c'est un enjeu d'intégration et c'est un enjeu où, là, je pense que depuis le début du millénaire, on voit les effets du multiculturalisme dans des décisions concrètes qui touchent les gens. Et là, la question, c'est quelle réaction québécoise on offre? Qu'est-ce qu'on propose, nous, au Québec, pour répondre au multiculturalisme, autrement qu'en disant c'est terrible, c'est terrible. Mais tu ne trouves pas que c'est absolument charrié, ça, d'un point de vue juste mathématique? Il n'y en a pas d'employés qui portent des policiers, des juges. Premièrement, tu ne peux pas l'appuyer au juge. Rosa Parks, là, quand elle décide de s'asseoir... non. Elle est seule. Ça a été jusqu'à encore super. Non, mais attends, c'est une question des États-Unis se faisaient discriminer. C'est une question de principe. Okay, bon, alors, des fois, il n'y a pas beaucoup de monde qui invoque le principe, mais c'est pas pour autant que c'est pas important. Sur le principe, je te le donne. On n'est pas obligé d'être d'accord sur le principe, mais que ça, si c'est une question de principe... C'est pas une question de nombre. C'est une question de principe. Éric Godard. C'est déjà toujours un plaisir. Ben écoute, j'y vais, ben, c'est comme ça hein, quand on chicane. Mais tu viens nous voir quand tu veux, évidemment. On poursuit ça, prise 2, prise 3, avec prise 4. Plaisir. Pour ton 174e bouquin. Et puis on fait la suite. Non, pas tant que ça. Je m'appelle pas Mathieu Bock-Côté.